Si tu investis tout comme moi et que tu ne comprends rien à la fiscalité, je te rassure tout de suite, ce n'est pas fait réellement pour qu'on comprenne correctement. Cependant, dans cette vidéo, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant que je commence à bien m'y intéresser et aussi à répondre à ce genre de petits commentaires-là, tu vois? Ou encore à ce type de commentaires-là. Parce qu'en vrai, plutôt que de parler comme ça, on pourrait simplement se partager des informations, apprendre des choses, ou plutôt en s'entraider. Mais apparemment, ce sont des verbes que les personnes n'aiment pas sur Internet. Surtout derrière leur clavier. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais apprendre de mes erreurs. Merci à vous d'avoir commenté cette vidéo. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, je vous en veux pas. Hein. Je vous remercie vraiment. Ça m'a fait plaisir de lire ça. On est en France. Et en France, peu importe le nombre de centimes que tu touches, tu payes. C'est pas un secret, c'est pas nouveau. Et tu sais très bien que tous les ans, c'est la même musique, ils essayent de nous faire payer plus. Il faut le dire. Il y en a marre. Mais bon, c'est pas le sujet là. Autant on sait qu'on doit payer, autant des fois on ne sait pas du tout combien on doit payer, ou ni comment ça se passe. Alors, on va voir ça aujourd'hui. On va parler un petit peu de fiscalité, mais de façon très banalisée pour que du coup, on ne se perde pas. Parce que avec mes recherches, j'ai vite eu mal à la tête en rentrant dans certains détails. Que ce soit les dividendes, les plus-values, les impôts, le PEA, les taxes de transaction, peu importe, on va tout voir ici avec des exemples concrets à l'appui pour que du coup tu puisses repartir avec justement quelque chose d'à jour qui puisse te permettre d'avancer. Alors, je tiens à le dire, j'ai fait des recherches sur le site du gouvernement et sur d'autres sites. Donc il se peut que si jamais j'ai fait une erreur dans une virgule ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, ok? Mais n'oubliez pas que les impôts changent systématiquement, donc il faudra se mettre à jour. Là, pour l'instant, c'est pour 2025. Tout d'abord, commençons par ce qu'est un compte titre ordinaire. Un compte titre ordinaire est un compte d'investissement, donc c'est un compte qui te permet d'investir. Il est accessible à tous et sans plafond, d'accord? Donc déjà, à ce niveau-là, tu peux normalement t'en sortir avec ça. On va continuer. Donc je vais te mettre les informations au fur et à mesure que je te les cite. Dans le compte titre ordinaire, tu peux investir dans les actions, dans les obligations, les matières premières, le private equity, les produits dérivés, les OPCVM, les SICAV, voilà. Tu peux investir dans pas mal de choses, pas mal de supports. Donc ce que je viens de nommer, ce sont des supports d'investissement. Tu peux investir dans des actions de par le monde. Alors attention, cependant, petit astérix ici, ça dépend de ton courtier. Parce que si le courtier ne te permet pas d'acheter des actions au Japon, tu ne pourras pas. Si le courtier te le permet, tu pourras. Il y a très peu de restrictions en soi-même dans le compte titre ordinaire. D'accord? Donc je ne vais peut-être t'en lister à l'écran, mais je ne vais pas les lister là. Maintenant, passons à l'argent, la fiscalité du compte titre ordinaire. Combien ça coûte? Pour faire simple, dis-toi que tout ce que tu fais, ça te coûte 30%. Voilà, flat tax. 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. D'accord? C'est directement pris sur ton compte. Sinon, tu as une option qui existe qui te permet de choisir le barème progressif si tu es faiblement imposé. Donc, qu'est-ce que c'est que le barème progressif? Le barème progressif, c'est ça. Donc, quand tu touches ton revenu, ton revenu de base, tu as un impôt sur le revenu. Et du coup, ton impôt sur le revenu est appliqué sur ce barème que tu vois là. Une fois que ce barème est appliqué, si toi, du coup, tu investis en déclarant ton barème progressif et que, par exemple, tu as très peu d'impôts, donc que tu es dans les 2 premiers paliers, ça va être rajouté avec des abattements, bien entendu. Bon, ça, c'est pas la question là tout de suite, mais ça va être rajouté à tes revenus. Il y aura des déductions qui vont être faites et ensuite, tu seras imposé sur ce qui reste. OK? Pour te donner un exemple simple et chiffré, très simple, hein, tu touches 100 € de dividendes, tu payes donc 30 € d'impôt. Ce qui te représente que tu gardes, toi, net dans ta poche, 70 €. Je tiens à le préciser parce que c'est une question qui revient systématiquement. Avec l'exemple que je viens de te donner, j'ai dit tu touches 100 € de dividendes. Pas tu as versé 100 € de dividendes. Pourquoi je dis ça? Les impôts sont toujours sur le gain effectué et non pas sur le capital en lui-même. C'est la différence entre ce que tu as investi et ce que tu sors de cet investissement qui est facturé, donc imposé.
Encore, on reprend le même exemple, tu touches 100 € de dividendes, peut-être que toi, tu as mis 1000 € derrière. Tu avais 1000 €, et sur ces 1000 €, tu as touché 100 € de dividendes. Bravo, tu as touché donc 10% de rendement, ce qui est très bien, mais sur ces 10%, tu as payé 30%. Donc, ce qui représente 100 €, 30%, c'est 30 €. Et donc, il te reste net 70 €. Donc, au final, en net, tu as fait 7% net. Simple. Je te mets les calculs de toute façon pour que tu puisses regarder. Si jusqu'ici tu aimes comment j'explique, n'hésite pas à liker cette vidéo afin que je puisse la partager avec plus de monde. Et ça me fera extrêmement plaisir et me fera comprendre également que je suis sur la bonne voie avec les vidéos que je te sors. Pour comprendre que tu veux plus de vidéos de ce style ou qui vont plus en profondeur dans les investissements pour que je me force à faire des recherches pour toi et pour moi afin qu'on évolue ensemble. Logique. On continue avec le deuxième compte d'investissement qui existe en France. Alors celui-ci est vraiment typiquement français, c'est le plan d'épargne en action. Le plan d'épargne en action, aussi appelé PEA. Donc il y a une autre forme du plan d'épargne en action qui existe, qui te permet d'investir dans d'autres types de sociétés, donc on va y venir juste après. C'est le plan d'épargne en action PME, PMI. Je vais te mettre un tableau de façon à ce que tu vois ce que je t'explique. Et du coup, on va lire ce tableau ensemble. Donc le PEA est un compte défiscalisé réservé aux actions européennes. Petit astérix ici. Ok, oui, on peut acheter des actions européennes, uniquement européennes, dans le PEA, donc française, italienne, espagnole, tout ce que tu veux qui est européen, allemand, tu peux l'acheter à l'intérieur de ce compte-là et bénéficier justement d'une défiscalisation. Donc on va y venir. Le petit astérisque, c'est que tu peux aussi acheter des ETF, puisque ça a été créé donc, par la suite, à mesure du temps, ça a été créé pour permettre justement aux investisseurs qui investissent dans le PEA de bénéficier de cela. Quand tu investis dans le PEA, tu ne peux pas acheter des actions de par le monde, c'est-à-dire en dehors de la zone européenne, donc qui ressemble à ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi la zone européenne, ok? Et du coup, donc vous avez ces pays-là dans la zone européenne, donc je vous montre quelques drapeaux, hop, c'est bon? Dans tous ces pays-là, il y a des sociétés qui existent, et ces sociétés, vous pouvez les acheter en bénéficiant d'une défiscalisation. Pour tout ce qui est en dehors de la zone européenne, vous pouvez investir avec des ETF éligibles qui, eux, du coup, sont synthétiques. Okay, ce sont des ETF bien spécifiques pour justement les comptes qui sont domiciliés dans des pays et qui sont réservés normalement à une zone géographique. Bref, revenons à notre tableau. Le plafond du PEA est de 150 000 €. Donc ça, c'est le PEA classique. Et le PEA PME, lui, de son côté, est de 225 000 €. C'est un très bon plafond, donc un plafond très correct. Hein. Si on cumule les deux, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Cependant, la fiscalité est un peu particulière. Donc avant 5 ans, les retraits sont taxés en flat tax, donc comme sur le compte titre ordinaire, 30% d'impôt. Donc on revient avec notre exemple de 100 €, tu payes 30%. Avant 5 ans de détention du compte, donc c'est un compte qui obtient sa défiscalisation en fonction de la durée de détention. Donc la détention, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la durée depuis quand tu l'as. Ok? Je parle spécifiquement à certains de mes potes qui regardent les vidéos et qui me disent des fois que j'utilise des mots trop compliqués. Quand tu détiens un PEA, ça veut dire que tu as ouvert le compte et que tu l'as gardé un certain nombre de temps. Ça, la détention. Avant les 5 ans de détention, donc avant les 5 ans que tu as ton compte, si tu fais un retrait, déjà le compte il se ferme, et ensuite tu payes la flat tax sur le bénéfice. Ok? Et après, de mémoire, donc je vais peut-être le corriger à l'écran, de mémoire, tu as encore autre chose. Mais là, sur mon script, je crois que j'ai oublié. Après les 5 ans, ok, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu, sur tes bénéfices. D'accord? Si tu fais un retrait. Donc après les 5 ans de détention, si tu fais un retrait, tu ne payes rien. Au niveau de l'impôt sur le revenu. Par contre, tu payes toujours les prélèvements sociaux de 17,2% sur tes gains. Alors, je dis 17,2% aujourd'hui quand je fais cette vidéo en mai 2025. Il se peut que, à mesure du temps où le temps évolue, les prélèvements sociaux baissent ou augmentent. On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut savoir une chose, c'est que tu peux investir dans des parts de PME éligibles avec ces types de comptes. Donc, il y a des sociétés qui ne sont pas forcément cotées en bourse, donc dans le secteur A. Je te ferai une vidéo à l'avenir sur ça parce que c'est un peu complexe.
Mais elles ont une cotation bien spécifique à leur niveau. Donc les petites et moyennes entreprises ont une cotation aussi qui existe. Et du coup, tu peux venir participer en investissant dans les parts de ces entreprises grâce à ton PEA. Aucune imposition sur les opérations à l'intérieur du PEA. J'achète des actions LVMH, je revends ces actions LVMH, je ne paie pas de frais de transaction, enfin je ne paie pas d'impôt pour cet achat-revente, même si je fais du bénéfice. Et surtout si je fais du bénéfice. Ce qui veut dire que acheter, vendre, rebalancer, faire des transactions à l'intérieur, tu auras uniquement les frais de ton broker, donc de ton courtier, la personne qui te permet d'avoir le compte, en gros. Donc ça peut être ta banque aussi. C'est eux qui vont te prendre des frais, mais les impôts ne te prendront rien tant que ça se passe à l'intérieur et que tu ne retires pas l'argent. Prenons maintenant un exemple très simple pour que tu puisses imaginer ça. Tu veux acheter une société française, Total Energy. Total Energy coûte une cinquantaine d'euros, un peu plus, un peu moins. Tu la revends à 200 euros, ce qui fait que tu as fait 150 euros de bénéfice, à peu près. Tu auras zéro impôt, donc tu auras peut-être des frais de ton courtier, encore une fois, de frais de transaction, mais tu auras 0% d'impôt tant que tu le laisses à l'intérieur du PEA. Donc tant que l'argent de ton bénéfice va rester à l'intérieur de ton PEA, il n'y aura pas de souci. Pareil au niveau des dividendes. Ce sont des opérations qui sont à l'intérieur du PEA, donc tu n'auras pas d'impôt supplémentaire à l'intérieur du PEA pour les dividendes que tu vas toucher. Si tu retires ces dividendes avant 5 ans, tu as l'impôt. Si tu ne le retires pas, tu n'as pas d'impôt. C'est facile à comprendre en fait, dans la manière dont je te l'explique. Soit c'est 30% avant 5 ans et en plus, du coup, ton compte il se ferme. Soit du coup, c'est après 5 ans, tu payes 17,2 et c'est tout. Tout ce que tu fais à l'intérieur du compte, tu ne payes pas. Sauf frais de courtier. Ça, c'est encore à part. Ça n'a rien à voir avec les impôts. Alors, il faut savoir que je t'ai fait cette vidéo, comme tu l'as pu le voir en début de l'épisode, là, parce que justement, j'ai encaissé mes premiers dividendes sur un compte titre ordinaire. Je ne pensais pas que tout était beau, mais j'étais vraiment dans le passage à l'action. Je ne cherchais pas à être parfait au début, mais juste à faire la chose pour pouvoir justement, à ce que mon cerveau assimile que ça y est, maintenant j'investis en bourse, il faut le faire tous les mois. C'était histoire de prendre une habitude psychologique, jusqu'à ce que je commence à recevoir certains commentaires. On va en parler. Ça là, c'est quoi? Donc, c'est pas que ça m'a mis les nerfs, ce commentaire-là. Ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est la manière dont c'est formulé. Ok? Tout le monde a un niveau différent. Et même ceux qui sont un top niveau, donc là je vais prendre l'exemple de personnes connues comme Tammy Cabage ou... comment il s'appelle lui, le mec qui fait les investissements en immobilier maintenant, mais qui a fait de la bourse à une période. Bref, j'ai oublié son nom, je te le mettrai à l'écran. Lui là, enfin eux, même à leur niveau, ils continuent d'apprendre. Alors, donc, je comprends pas. Je suis en train d'apprendre, je continue d'apprendre. De par mon apprentissage, je partage mon expérience et tout. Et la réponse à quelque chose que je fais mal, c'est ça. Je comprends pourquoi la France va droit dans le mur. Parce que si on est rien que la moitié à penser comme toi, on n'y arrivera pas. Donc, par bonheur, heureusement, je vais même le dire, il y a des gens, en fait, qui ont quand même un peu d'humanité et qui comprennent que personne n'est parfait, que tout le monde apprend et que, justement, l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc, grâce à toi, même si ton truc n'était pas bien tourné, que tu as été un peu quand même, voilà, tu sais pas qu'il y a derrière l'écran, comment j'aurais pu le prendre, tu aurais pu le formuler différemment, mais c'est pas grave. J'ai pris mon petit déclic, grâce à toi. Merci pour ça. En France, c'est vrai, on paye. On est habitué, on paye, on paye. Et si tu ne prends pas le temps d'optimiser ta fiscalité ou encore de faire attention, ok, d'être attentif, tu vas perdre beaucoup d'argent, sans le savoir. Ou même, enfin, sans t'en rendre compte plutôt. Alors j'ai réfléchi, et je me suis demandé, est-ce que je dois tout transférer sur mon PEA, comme le dit ce beau commentaire, ou est-ce que je dois tout laisser comme tel quel. Donc au final, alors il faut savoir que j'aime investir dans les sociétés américaines, japonaises, anglaises et même australiennes. J'aime bien, moi, ces sociétés. Donc aujourd'hui, j'ai une stratégie qui va changer. Elle va évoluer à mesure que justement j'évolue. Mais c'est ok, parce que je comprends quand même les sociétés, donc je n'ai pas fait un mauvais choix.
mais j'ai peut-être fait un mauvais choix de support. Alors c'est vrai que de base, dans ma tête, je comptais quitter la France. Donc du coup, pas pour quitter la France en mode la France est mauvaise, non, c'est juste que je comptais voyager énormément, et donc je ne serais pas là physiquement en France, donc j'aurais peut-être pris pendant cette période-là une domiciliation qui me permettrait de, voilà. Mais au final, je suis en France pour l'instant, je compte encore rester en France, je paye mes impôts en France, je paye ma nourriture en France, je travaille en France, tout est fait en France, mes vidéos je les fais en français. Donc oui, je me dois, comme le disait ce gentil petit monsieur ou cette gentille petite femme, je ne sais pas lequel des deux, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est ok, je suis ok avec ça. Donc ma stratégie va évoluer, pour ne pas te laisser comme ça, puisque du coup j'ai déjà fait une vidéo sur mon portefeuille, je ne vais pas en refaire une tout de suite. Le PEA, je vais vraiment investir dans les actions européennes, voilà, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et mon compte titre ordinaire, ce sera pour les actions du monde. Je ne vais pas me priver, en fait, d'acheter des actions qui peuvent m'apporter beaucoup de potentiel évolutif dans mon portefeuille, juste parce que je dois payer des impôts. Dans tous les cas, il faut payer. Dans tous les cas, il faut payer. Et comme dit, le plafond a beau être intéressant du PEA et du PEA-PME, ça ne me fait rien, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Je payerai ce qu'il y a à payer, et du coup voilà. Ok, j'aurai moins de rendement, mais au moins je le fais. Au moins je le fais. Au moins je le fais. Alors, comme on est encore dans le PEA et que je parle par rapport à l'équilibre de mon portefeuille, il faut savoir que durant mes recherches, alors je ne le savais pas, je l'ai appris par la suite, qu'il y a un type de PEA qui existe, qui s'appelle le PEA classique assurance. Donc le PEA premier, c'est le classique bancaire, et l'autre, c'est le classique assurance. Ce PEA, du coup, te permet de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance un contrat de capitalisation. C'est un peu comme une assurance vie, en fait, puisque tu auras des unités de compte et non pas des sociétés directement. Les unités de compte, c'est quelque chose qui est propre à l'assurance vie, donc je te l'expliquerai par la suite. Donc l'épargnant ne détient pas les titres dans ce type de situation. Il investit dans des fonds qui respectent l'éligibilité du PEA et le plafond reste le même, 150 000 euros. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup là on va développer, puisque du coup je t'ai parlé de mon erreur, mais il est temps de continuer à parler toujours du PEA. Toute personne majeure domiciliée en France et fiscalement imposée en France peut bénéficier d'un PEA dans la limite d'un plan par personne. Les couples mariés et pacsés, d'accord, peuvent en ouvrir un par conjoint. Il n'y a pas de un par couple. C'est un par conjoint. Autre chose, les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Donc, il se peut que toi, par exemple, qui me regarde, là, tu es jeune et tu vis chez tes parents. Tu as la possibilité d'avoir deux PEA. Tu peux avoir le PEA classique et le PEA jeune. Par contre, le PEA jeune, son plafond est limité à 20 000 euros. Donc, je t'ai déjà expliqué comment fonctionne le PEA, donc je ne vais pas revenir dessus. Étant donné que le PEA est quelque chose de fiscalement avantageux, il est important que je te le dise. La clôture du PEA avant les 5 ans, tu as des exonérations d'impôts dans certains cas. Okay, bien entendu, le décès, la création d'entreprise, le licenciement, l'invalidité, la mise à la retraite anticipée du titulaire ou de son conjoint PACS. Quand je dis conjoint, il faut que ce soit marié. Le retrait ou le rachat après 5 ans, donc il n'y a pas de clôture, mais tout ce que je t'ai dit avant, malgré tout, entraîne la clôture. Donc avant les 5 ans, même si tu es dans un des cas exceptionnels d'exonération d'impôts, tu auras quand même la clôture du plan. Après les 5 ans, il n'y a pas de clôture du plan. Et comme je te l'ai déjà expliqué avant, tu n'auras pas d'imposition. Tu n'auras pas d'imposition sur le revenu, mais tu auras une imposition sur les prélèvements sociaux. Petit astérix ici, ça soumis à modification de l'État, hein, on ne sait pas. Les revenus des titres non cotés sont exonérés dans la limite de 10% du montant de tes placements. Ça, c'est assez spécifique, donc je ne vais pas trop t'embrouiller, mais voilà, ça dépend de la capacité d'épargne de chacun. Tu as la possibilité de transformer le PEA en rente viagère exonérée d'impôts. Donc ça, c'est quand on parle dans une optique retraite, etc. Petite chose quand même que je tiens à dire, ceux qui se disent après cette vidéo, oui, c'est bien, nanani, nanana, que j'ouvre un PEA, n'oubliez pas que le PEA, c'est vraiment pour le long terme. Quand vous ouvrez un PEA, n'oubliez pas que c'est pour le long terme. Si vous comptez le fermer ou que vous ne voulez pas acheter qu'en Europe, donc la France fait partie de l'Europe, hein, si jamais. Donc si vous ne voulez pas acheter que des trucs qui sont dans notre zone géographique, pensez à ouvrir un compte titre ordinaire en même temps. Bien, revenons à où nous en étions, puisque
J'ai pris le temps de te réexpliquer tout ça parce que c'est ça que j'ai trouvé dans ma documentation qui me montre que, ok, je ne suis peut-être pas parfait, je ne suis pas le meilleur, ok, pas de souci, mais je m'améliore en chemin. D'où Jordan Kaizen. Kaizen, ça veut dire amélioration continue. Si jamais. Bref, mettons ça de côté. Certains me diront, tu aurais dû commencer avec un ETF. Donc ça, c'est aussi un commentaire que j'ai eu. Tu aurais dû commencer avec un ETF capitalisant dans un PEA dès le début, etc. Ok, j'aurais dû. D'accord, peut-être. Mais je l'ai fait avec les infos que j'avais à l'époque et je ne me suis pas cassé la tête. D'accord? Tout en sachant que le compte titre ordinaire que je vous ai montré n'est pas le seul compte que j'ai. Bien entendu, c'est un compte public. Donc sur ce compte-là, je fais des dépôts tous les mois pour publiquement montrer que c'est possible. C'est ça mon mindset là. Je ferai des erreurs, je vais corriger et améliorer en fur et à mesure. Et derrière ça, ce que tu ne vois pas à l'écran, c'est que je me forme. J'apprends continuellement. Et même quand je reçois tes commentaires, ou ce type de commentaires, on va dire, eh bien aujourd'hui, je comprends que, voilà, le stock picking, c'est pas fait pour tout le monde, donc c'est le fait de choisir des actions à potentiel. Mais moi, j'aime ça. Ça fait partie de mon chemin d'apprentissage et je vais continuer à faire du stock picking. Je ne vais pas arrêter. Je veux savoir comment choisir une entreprise et définir des critères de plus en plus précis pour améliorer mon shoot et devenir un sniper d'élite dans les investissements. Je veux suivre mes dividendes et continuer d'en avoir parce que j'aime ça et je veux me former en le faisant. J'ai un plan qui est sur 5 à 10 ans, d'accord? Donc on verra bien qui aura progressé le plus d'ici là. Ne t'inquiète pas, tu peux continuer à regarder mes vidéos et tu verras bien si j'ai évolué. Je ne dis pas ça sur un ton arrogant, c'est juste sur un ton très sérieux. Je suis vraiment très sérieux. Je compte continuer, quoi qu'il arrive. Maintenant, prenons un exemple chiffré d'un compte titre ordinaire contre un PEA pour que tu puisses voir la différence au niveau de la fiscalité. Un compte titre ordinaire où tu investis 10 000 euros et que ça te rapporte, on va dire, 5%, donc 500 euros de dividende, tu vas payer 30% d'impôt, ce qui représente 150 euros d'impôt. Il va te rester 350 euros net. D'accord? Un PEA, tu investis 10 000 euros, donc après 5 ans, on va prendre à peu près le même exemple, avec 500 euros de dividendes, d'accord? Tu veux les retirer, tu payes 17,2% de prélèvements sociaux, ce qui représente 86 euros, et tu peux bénéficier d'un complément de revenu de 414 euros net. Conclusion, optimiser, ça peut faire une grosse différence sur 10-20 ans, mais dynamiser son portefeuille, et ne pas se limiter à une seule zone géographique. Donc comme je l'ai dit, on peut aussi investir dans des ETF synthétiques, si c'est ce que vous voulez faire dans le PEA, c'est possible. Mais le stock picking, c'est quelque chose que j'aime. Donc on va pas m'enlever ce que j'aime, sinon c'est pas moi. Il y a un problème, tu vois. L'Europe, c'est très bien. On veut que notre zone géographique évolue. C'est très très bien. Fait correctement, ça peut nous donner un potentiel d'évolution énorme. Cependant, les investissements ne sont pas aussi importants en Europe que de par le monde. Aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Inde, etc., etc. Beaucoup de pays offrent des opportunités d'investissement de par des sociétés de forte qualité sur lesquelles je trouve que ce serait mauvais de pouvoir se priver. Cela ne veut pas dire que je dois investir dans toutes les sociétés qui existent, mais il y a certaines choses sur lesquelles, voilà, pendant quelques années, suivre une société, ça peut être intéressant pour dynamiser mes investissements et mon portefeuille. Donc pourquoi m'en priver? C'est bien pour ça que les deux solutions existent. Maintenant, le PEA apporte la possibilité de développement, comme je le disais, de notre économie européenne. Cependant, il faut quand même voir un rapport de dynamique. C'est qui progresse le plus? Parce que souvent, quand tu regardes du contenu sur Internet, les gens te parlent du SP500. C'est quand la dernière fois qu'ils t'ont parlé du CAC 40 ou de l'indice qui suit les 500 meilleures entreprises? Je crois que c'est le Stoxx 500, Stoxx 300, je ne sais plus combien. Je te le mettrai à l'écran. De l'Europe. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc voilà. Ok, PEA, PEA, mais qui investit dans ça à cette heure-ci? Qui investit dans des sociétés ou dans des ETF 100% européens? Je veux vous voir là, montrez-vous. Montrez-vous. Dites-moi si c'est intéressant. Et surtout, tu me dis, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, eh bien, ce serait intéressant que tu puisses t'abonner. Parce que je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Partage même cette vidéo pour que je puisse justement la montrer à plus de personnes.
Donc dans cette vidéo, on a parlé de fiscalité. Je sais que c'est assez difficile mentalement et que voilà, il y a eu beaucoup de choses dites. En récapitulatif, investir sur un compte titre ordinaire et investir sur un PEA, c'est fondamentalement la même chose, mais dans les conditions et dans les critères d'investissement, ce n'est pas pareil. L'un te permet d'investir absolument partout dans le monde et avec plein de supports possibles. Des actions, des obligations, les matières premières, les produits dérivés, les produits structurés. D'accord ? Du private equity également. Dans l'autre, tu peux détenir du coup toujours des actions, des supports, pas tous, certains supports ne sont pas disponibles, des ETF synthétiques pour pouvoir te permettre de dynamiser ton portefeuille et investir de par le monde, mais de base, le PEA, c'est simplement pour la zone géographique européenne. Okay ? L'un te permet de payer tes frais tout de suite, comme ça c'est réglé, et l'autre t'oblige à respecter quand même, pour bénéficier de la défiscalisation, de 5 ans. Ainsi, du coup, tu peux voir justement tes investissements grossir et devenir plus importants. Il y a une claire différence entre l'imposition sur le compte titre ordinaire et l'imposition sur le PEA. Cependant, l'un et l'autre, pour moi, se complètent. Ce ne sont pas des supports qu'on doit dire non, celui-là, il n'est pas bon, celui-là, il n'est pas bon. Les deux se complètent, ils vont ensemble. C'est aussi pour ça que l'un n'a pas de plafond et que l'autre oui. Ce que je trouve quand même assez intéressant, puisque pourquoi mettre un plafond sur quelque chose qui est défiscalisé en France, alors que ça nous permet d'investir en Europe? Je comprends pas. Mais bon, ça c'est une autre question que nous verrons dans une autre vidéo.